Salut, salut à tous, bienvenue dans le salon tactique. Ah, pour l'instant, Jean-Baptiste Elissalde a fait une petite sieste au milieu. L'image a été figée, il doit se reposer, il doit phosphorer avec lui-même. On espère qu'il va revenir un moment parce que il y a peut-être quelques petits trucs à dire aujourd'hui. En tout cas, il est de retour, Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour. Je disais, Jean-Baptiste, si tu t'étais un peu endormi, je sais pas, un petit problème de connexion, c'est la magie du direct, que la France avait battu la Nouvelle-Zélande hier, donc la Nouvelle-Zélande, bon, voilà, quand je vois Jean-Baptiste, ça me perturbe. L'Argentine, hier, au Stade de France pour clôturer sa tournée d'automne. Ça a été un match plutôt convaincant de la part de l'équipe de France. Le casting habituel, vous le connaissez. Alexandre Bardot à gauche de l'écran. Salut Alex, comment ça va? Salut tout le monde, j'ai l'impression d'être sur un peu moyenne partout, à part toi, tout le monde c'est peut-être Vous moi n'avez pas payé qui. votre abonnement là? Je sais Un pas, petit, faut que j'appelle les patrons de l'équipe là. ne payez pas un petit refresh. Le peut faire un petit refresh comme on dit. Ah Sinon, oui, c'est peut-être ça. Alex, le fameux refresh. Bon, au centre de l'écran, en tout cas, Jean-Baptiste est de retour. Ah, on te voit mieux, Alex, ça c'est bon. Ça va, Jean-Baptiste? Tout va bien? Passez un bon week-end? Ça va, content de vous retrouver. Ça va? Ça t'a plu hier? Oui, un peu moins que le match d'avant, ce qui est normal parce que c'était peut-être pas la même opposition et parce que je pense qu'on peut encore progresser dans la façon dont on gère le match avec le ballon. Voilà, il y a des choses qui sont positives, on sent que ça se dessine, mais je pense qu'on peut et qu'on va, c'est sûr, puisqu'on aura plus de temps de practice ensemble dans le nouveau projet, mais faire des choses bien meilleures. Il y a eu pas mal de scories qui peuvent, face à des grosses équipes, nous faire beaucoup plus mal que ça. Et toi, Alex, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Bah, ça laisse un peu sur, on devient gourmand un peu, ça laisse un peu sur sa faim quoi. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls. J'ai vu la conférence de presse, enfin j'ai lu des passages de la conférence de presse d'Antoine Dupont hier soir. Il y a aussi une petite part de frustration chez lui, notamment sur ce qu'évoquait Jean-Baptiste à l'instant, c'est-à-dire ce que fait l'équipe de France avec le ballon, ou plutôt ce qu'elle n'arrive pas à faire, alors que Antoine Dupont dit à l'entraînement, elle arrive à mieux mettre en place son jeu, et son jeu de possession notamment. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça reste hyper efficace, et ça, c'est le truc qui est vraiment marquant. Voilà, c'est le truc qu'on a traité d'ailleurs hier soir du stade comme papier pour le journal de ce dimanche, de ce samedi matin. C'est l'hyper efficacité de cette équipe qu'on avait déjà constaté contre la Nouvelle-Zélande. Et ça reste finalement quelque part un des marqueurs forts de l'ère Galtier. Messieurs, donc 3 thèmes sélectionnés par vos soins aujourd'hui parce que vous avez passé votre journée à manger des chips sur le canapé et à travailler un petit peu. Je parle surtout pour, une personne, des 2. Le premier thème, ce sera sur la résilience de l'équipe française, le renouveau de la défense française, peut-être Alexandre arrête de rire. Le deuxième point, ce sera on va évoquer pourquoi les Français sont des bons chasseurs et oui, j'ai appris que les Français étaient des bons chasseurs et le troisième thème, ce sera un peu tous azimuts parce que Alex aime bien faire des focus sur des joueurs et aujourd'hui, il en a sélectionné au moins un, 2, 3. C'est ça, hein, Alex, on Trois, est ouais. d'accord? 3, Des petits c'est ça. focus sur des petites curiosités ou des petits focus techniques, tactiques. Vous verrez, ce sera intéressant. Mmh. Enfin, j'espère. Il le vend bien, hein. Le premier point, c'est sur la résilience, le renouveau, la renaissance de la défense française, appelez ça comme vous voulez. Et Alex, là, tu avais quelques stats, tu as pris des notes sur quelques Ouais, chiffres. voilà, je voulais juste planter un peu le décor. Sur cette tournée, il y a eu 2 essais encaissés par match, ce qui n'est pas parfait, mais ce qui est une amélioration par rapport à l'époque récente. On va dire que sur 2023, 2024, même un peu 2022, l'équipe de France, la défense de l'équipe de France, qui était pourtant un de ses points forts, qui avait quand même beaucoup porté lors du Grand Chelem en 2021, non, en 2, 2022. Donc le Grand c'est Chelem. à partir de la tournée d'automne 2022 que c'est devenu un peu plus difficile. Et juste pour rappel, là on est à 2 essais encaissés par match sur la tournée. Dernier match du tournoi contre l'Angleterre, 4 essais encaissés. Avant-dernier match du tournoi contre Galles, 3 essais. Match au Vélodrome face à l'Irlande, 5 essais. Et quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, 4 essais. Donc c'est une amélioration certaine. Et pourtant, on a
enfin, l'équipe de France a beaucoup défendu pendant cette tournée. Elle a jamais eu la possession, elle n'a jamais été majoritaire en possession. Elle a plaqué 234 fois contre le Japon, 207 contre la Nouvelle-Zélande, 167 contre l'Argentine. C'est une moyenne de 205 plaquages par match. Elle a donc elle a défendu 22 minutes en moyenne par match, c'est-à-dire que les attaquants des équipes adverses ont eu le ballon 22 minutes en moyenne. Encore 21 pour l'Argentine ce week-end. Juste pour conclure, je me suis intéressé aux 20 premières minutes de ce match contre l'Argentine, qui sont peut-être qui sont les plus équilibrées du match et celles où le match n'était pas encore fait. Sur ces 20 premières minutes, l'équipe de France n'a pas la possession. C'est 3 minutes 30 pour l'équipe de France, 5 minutes 07 pour l'Argentine. Elle subit aussi de longues possessions, une de 1 minute 20, une de 1 minute 46, qui c'est vraiment des longs temps de jeu et des longues séquences. Et pourtant, elle a réussi à tourner à 10 à 6 au bout de 20 minutes de jeu. Et elle a réussi à être plus efficace que l'Argentine, puisque elle est rentrée dans le camp, dans les 22 Argentins 2 fois, elle a marqué 10 points. Les Argentins sont rentrés 2 fois, ils ont marqué que 6 points de pénalité. Donc voilà, c'est pour montrer que elle a ce qu'on avait vu déjà contre la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire cette capacité à résister puis à contrer, qu'on évoquera dans un deuxième temps, a été importante pendant cette tournée. Jean-Baptiste, tu voulais dire quelque chose, Ouais, j'imagine. bah, non, mais par rapport à ça, c'est que pour pouvoir produire des parties comme ça sans ballon, c'est-à-dire plaquer plus de 200 fois, laisser la possession à l'adversaire, voulu ou non voulu, il faut quand même avoir des grands principes. Alors il y a les principes entre guillemets généraux, c'est-à-dire que tu as des capitaines de défense, des gens qui sont là, on va en parler tout à l'heure, pour équilibrer les défenses. Tu as aussi des joueurs qui sont beaucoup dans la suppléance. On a vu, et Antoine Dupont en est un, c'est-à-dire qu'il est capable de rentrer à tout moment dans la ligne, de se positionner au fond du terrain, de se positionner dans la première rideau, de se positionner autour des rucks, mais on va le voir aussi tout à l'heure un peu plus large. Et après, tu as la forme physique des joueurs. Et j'ai l'impression que le fait maintenant depuis 5 ans de s'entraîner à ce qui était fait avant, d'avoir des intensités, des rythmes d'entraînement aussi qui ont monté dans tous les clubs, à mon avis, font que les joueurs passent beaucoup moins de temps au sol. Et ce que j'ai remarqué, moi, avec l'équipe de France, peut-être que j'avais moins vu quand tu parlais qu'on était un peu moins bon, c'était qu'il y a beaucoup moins de joueurs qui traînent au sol. Ça arrive encore une ou deux fois, de par je dirais leur masse, ou voilà, c'est très difficile, c'est plus difficile pour Winnie Antonio de se relever que pour Thomas Ramos, mais je vois que les mecs quand même, ils essaient de plaquer à deux, un au ballon, de garder les mecs 1 ou 2 secondes pour tout le monde commence à reculer, jeter le garçon au sol, et là tu les vois, ça roule, et en moins de 2 secondes, souvent, ils sont sur les pieds. Et ça, c'est des bons signaux. C'est pour ça qu'on est souvent endurant. De temps en temps, on arrive même des fois à se faire breaker, mais il y a toujours des mecs qui viennent rattraper les coups, et hop, on se remet sur les pieds, on refait la ligne, et c'est reparti. Alors, on va montrer tout ça avec des images. Jean-Baptiste parlait du fait que les joueurs se relèvent vite. Là, on est évidemment en tout début de match, donc la fatigue ne joue pas encore, mais on verra après que même fatigués, les Bleus ont réussi à résister. Euh, Là, c'est la première séquence argentine. Il y a un bras cassé argentin qui vient d'être vite joué. Au milieu du cercle, là, le plaqueur, c'est Charles Olivon. Et on voit Antoine Dupont qui est dans l'axe du plaqueur, on va dire, du plaqué. On va comprendre sur la séquence, sur la capture suivante, pourquoi je l'ai entouré ici. Le chrono, c'est 1,44. À 1,46, Olivon est déjà debout. Donc, c'est 2 secondes pour se relever. Jean-Baptiste, c'est les standards, c'est ça, hein? Ouais, c'est à peu près ça. Alors, Ouais. c'est toujours très relatif, les statistiques. Il faut faire très attention. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que là, à ce moment-là, Olivon, en direct, il plaque, il sort pour. Les arbitres disent est-ouest, c'est-à-dire que sur les côtés du ruck, pour pas Ouais. gêner la libération, pour pas prendre de pénalité. Donc, il roule, et de suite, un peu comme des lutteurs, hein, avec ses appuis sur les mains, il arrive de suite à récupérer, à s'appuyer sur les mains,
et à se mettre debout. Alors là, en l'occurrence, il n'est pas disponible pour replaquer ou refaire une action, mais ça permet aux autres, puisque lui va prendre la place à l'intérieur du ruck, ça permet à Wardy et tous les autres de prendre de l'espacement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà, je trouvais les avants, notamment les avants français, c'est là où c'est plus dur, beaucoup moins mobiles à la fin du tournoi. Ouais. Et on voit aussi là, Antoine Dupont, qui était donc axe du plaquage au départ, qui voit qu'il y a un trou dans le rideau français côté gauche, et qui va, ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Bas, s'ajouter au premier rideau. Donc ça, c'est le signe aussi d'une défense active, euh, euh, voilà, dynamique, on va dire. Sur la capture suivante, on est toujours sur la même action, mais on est un peu plus tard dans l'action. On est à 7 phases de jeu. Ce qui est intéressant, c'est que il y a 14 défenseurs debout, qu'il y a une organisation, il y a une ligne bien constituée et une organisation intéressante. Là, ça, pour ça, je te laisse l'évoquer, Jean-Bas. Alors on a souvent donc une équipe de rugby, c'est 15 joueurs sur le terrain. Quand vous entendez parler de 14-1, c'est 14 sur le premier rideau, un mec qui couvre au fond. Ça c'est souvent près de nos lignes d'essai, près de son embut. La plupart du temps, c'est 13-2 au milieu du terrain. Les lignes peuvent varier, bien évidemment, suivant la stratégie du jour et du moment et face aux équipes auxquelles on joue. Et des fois 12-3, c'est-à-dire laisser un troisième ligne au fond du terrain pour remonter les ballons quand on est dans le camp adverse. C'est en général ça. Et à l'intérieur de cette logique-là, c'est pour ça que c'est bien que tu l'aies entouré, c'est ce que j'appelle moi les bloqueurs, ce qu'on peut appeler les bloqueurs un peu au football américain. C'est ces deux centres qui équilibrent la défense en étant chacun d'un côté sur les rucks au milieu. Au départ, sur toutes les phases statiques, les deux centres sont l'un à côté de l'autre. Et par habitude, par gymnastique, hein, je dirais, soit ils sont plaqueurs en se relevant et ils reviennent côté source et ils retrouvent la place où est Moefana, par exemple, si le ballon était venu de droite. Soit quand ils sont tous les deux ensemble, on le verra sur une autre phase, ils arrivent à se splitter, c'est-à-dire il y en a un qui dit à l'autre, vas-y, va-t'en, et on va équilibrer la défense. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les 8 avants au milieu du terrain, les 8 costauds. On se retrouve avec les deux centres à l'extérieur de ces avants. C'est eux qui vont gérer de savoir si on passe dans les sens. On va avoir beaucoup Ficou, on voit beaucoup Ficou le faire. Et sur les extérieurs, les rapides, c'est-à-dire les ailiers, voilà. Et les deux derrière qui vont rentrer dans la ligne ou pas. Donc c'est souvent le 10 qu'on voit pas, Ramos sur cette photo, et Barré qui est là-bas. C'est les deux arrières qui sont au terrain. Et cette image, elle est chouette parce que on sent qu'on est en éveil, on voit une ligne où tous les bleus sont alignés, tout le monde est connecté et ce split-là des deux centres a été fait. À partir de ce moment-là, hormis plaquage manqué, c'est très difficile de franchir l'équipe de France. D'ailleurs, sur cette situation, les Argentins vont finir par, on va pas dire se lasser, mais ils vont taper un rasant, une chasse, comme on le fera nous, Français, plus tard dans ce match-là. Et ce qui est intéressant sur cette chasse, c'est que donc on est vraiment dans la continuité de l'action. On voit qu'il y a des joueurs loin du ballon qui sont actifs aussi. Là, il y a Dupont et Bielbiarré qui sont à l'opposé de cette chasse, mais qui reviennent au sprint. Ça va avoir un rôle important, et d'ailleurs, c'est pas seulement leur action à eux qui va être importante, mais l'action aussi de joueurs qui sont plus proches du ballon. Et on va voir que sur le ruck, là, Barré, qui est juste au départ de la flèche jaune, va ramasser le ballon, et il va y avoir un ruck qui va être pris, il va y avoir un ruck, et on voit que là, au moment du ruck, c'est là où on voit aussi l'activité d'une équipe, c'est qu'il y a 6 Français contre 3 Argentins dans le ruck. Encore une fois, on est après 3 minutes, donc c'est quelque part logique qu'il y ait cette énergie encore présente. Mais Jean-Bas est bien placé, on y reviendra pour savoir que cette énergie n'a pas toujours été présente et que ces efforts invisibles presque n'ont pas toujours été possibles pour des joueurs de l'équipe de France à une époque où ils avaient moins de possibilités de se préparer. En tout cas, ça permet de bien sauver le ballon, de ne pas subir la pression des Argentins et de se sécuriser. Tu veux ajouter quelque chose, Jean-Bas, ou on passe à... Oh, non, non, mais juste dire que, en fait, ça, quand tu es entraîneur, c'est plein de petits combats qui sont gagnés, qui sont pas visibles quand on regarde le match à la télé, qu'on perçoit pas. On aime les chisteras, les par-dessus du pont, les passes au pied, on aime les essais, on aime les gros tampons. Mais tous ces petits combats gagnés mis bout à bout, de se relever vite,
de courir derrière les chasses derrière les chasses pour sauver son partenaire qui se couche sur le ballon. Tous ces petits moments-là font les grandes équipes en fait et les grands résultats. On en avait parlé avec Toulouse l'année dernière, on avait fait des papiers sur François Cross, sur Boudéan la semaine dernière. C'est des garçons qu'on voit pas beaucoup avec le ballon, mais c'est des garçons qui font un travail incroyable. Et si tu reviens sur ton image, les deux premiers arrivés, c'est Cross, Boudéan. Tu vois, même toi, tu l'avais pas vu. Et je l'ai vu de suite. Les deux arrivés pour Alors, je sauver la remets. les deux premiers arrivés, c'est Cross et Ouais, Boudéan. Alors, c'est 3 minutes de jeu, oui, mais à la 60e, ils font la même chose. Et ça, c'est très important pour un coach. Voilà. ouais. Cross est déjà dans le ruck et Boudéan, c'est le garçon qui est juste devant Olivon. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce plus de mobilité, ok, ce sont des troisième lignes, mais je peux vous dire que ce travail-là, que ce soit offensivement ou défensivement, pour faire des rucks et pour aller sauver des ballons, c'est ce qu'il y a de fondamental dans notre sport. Après, On Jean-Baptiste, tu va en parlais voir. un petit Ouais. peu. Ouais, juste un point, Alex, Jean-Baptiste en parlait un petit peu sur l'état physique des Français. C'est qu'on les sent plus affûtés que pendant le tournoi. Alors Ce qu'il y qu'on avait m'a un dit doute ces en dernières plus en début de tournée. ouais. Moi, ce qu'on m'a dit ces dernières Y semaines, compris au c'est sein qu'ils du étaient staff. plus affûtés que Je- pendant le tournoi après la Coupe du Monde, où les gars étaient pas très bien mentalement et physiquement. Il y avait une certaine indigestion de la Coupe du Monde, quoi. Souvent, souvent le mental influe énormément sur ton physique. Bon, il y a des moments où tu es hors forme, ça c'est sûr. Et même si tu es bien dans ta tête, quand tu es hors forme, mais il y a des moments où tu peux être en forme, et si tu as le moral en berne ou le mental en berne, et bien, tous ces efforts-là, ben, tu les fais moins, tu traînes un peu pour arriver aux entraînements, pour faire justement tous ces exercices-là, etc. Et c'est peut-être là que la digestion de l'élimination en Coupe du Monde a fait son œuvre pendant le tournoi, c'est qu'on ne sentait pas ce peps-là. Et l'autre chose, c'est que tous les garçons qui ont manqué un peu de peps, Fabien les a sortis. C'est une nouveauté aussi dans son coaching. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait mettre souvent la même équipe pour avoir beaucoup de maturité collective et de jouer beaucoup ensemble les uns avec les autres. Et en fait, il s'est aperçu que c'était très difficile à faire et que beaucoup de joueurs avaient de talent en France, qu'il avait un réservoir incroyable. Il n'y a qu'à voir les pubs à la mi-temps TF1, puisqu'il y a pas mal de publicité. J'ai regardé, ben, sur la pub, il y a une belle équipe de France aussi. Hein. J'ai vu des mecs comme Ntamak, Jalibert, etc., etc. Et il y avait Jelonche, il y en a un paquet qui regardait le match dans les tribunes. Donc ça veut dire que ben, Boudouan, par exemple, pour aller chercher le maillot, eh bien, il a dû travailler dans son club. Déjà, on lui a montré que c'était possible avec les entraînements à 40, plus de 40 joueurs. Il y a participé, il n'était pas loin. On montre à tous ces joueurs que c'est possible, à Tissot-B, Gaëton. On leur montre que c'est possible. Et maintenant, on leur donne en plus le maillot quand ils le méritent. Et ça va créer par contre un truc de fou parce que ça va créer énormément d'émulation. Alors, beaucoup d'histoires pour les journalistes, bien évidemment, beaucoup d'histoires pour les supporters ou les futurs sélectionneurs qui se mettent à la place de Fabien Galtier, qui dit ouais, Jalibert, Ramos, hein. Ça c'est sûr aussi, mais c'est quand même un luxe pour l'entraîneur. On ne se rend pas compte, je pense, de la génération qu'on a en ce moment. On Vas-y, va prendre Alex. un autre exemple l'endurance de cette défense. Alors là, on est pour le coup beaucoup plus loin dans le match et surtout, on est après 2 minutes 09 de possession française, d'action plutôt, avec une longue possession française. Donc 2 minutes 09, c'est très long. Et les Français finissent par perdre le ballon dans les 22 mètres argentins. Et il y a une contre-attaque immédiate. Et on voit un Argentin qui franchit le premier rideau français. Et on a mis les numéros uniquement sur les avants, parce que c'est ceux qui sont le plus lourds et donc qui ont le plus de difficultés à se déplacer. On voit Antonio numéro 3, Olivon numéro 8, Flamand numéro 4, Movaca numéro 2, Gazzotti qui est en train de rater son plaquage numéro 21 et Wardy numéro 17. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, on va se projeter 10 secondes plus loin, à peu près 11 secondes plus loin. On est 11 secondes plus tard, donc les Français ont perdu 40 mètres, mais regardez le replacement. Alors, il n'est pas parfait, mais je ne sais pas si un replacement parfait peut être possible dans cette situation. En tout cas, il y a 7 défenseurs en jeu.
On est après 2 minutes 20 d'action donc. Et donc dans ces 7 défenseurs en jeu, bah, il y a Wardy, il y a Gazzotti qui ratait son plaquage, qui était au sol, donc qui a dû se relever et sprinter. Il y a Movaca, il y a Olivon, il y a Flamand qui est en train de se replacer. Même Antonio, qui est le plus lourd de l'équipe, a fait un bon effort pour lui pour se remettre en jeu. C'est pareil, ça c'est hyper important parce que bon, on est à 30-9 et le match, il n'est pas plié, mais il est quand même bien embarqué. Mais ça peut être ce genre d'action, une action d'essai assez. Enfin, si les efforts ne sont pas faits, ça peut vraiment donner une action d'essai côté argentin. Jean-Baptiste, Ouais, ben en c'est bien rigolant que tout ce à l'heure soit en fait. préparant l'émission, en disant que toi, t'as pas forcément connu ça parce que les joueurs n'avaient pas forcément l'énergie pour revenir quand toi, tu étais entraîneur de l'équipe de France. Et beaucoup de Ouais, matchs ont été perdus sur ce genre de Mmh. situation. oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je te dis déjà la gestion des internationaux, le nombre de minutes qu'ils font, les échanges. Mais je pense que c'est bien qu'on en soit passé par, voilà, au moins malheureusement avec ceux qui étaient pendant un an et demi et ceux d'avant, on a bouffé un peu notre, pour ainsi dire. Mais ce qui est bien sur cette action, pour rester dans le rugby, c'est que ce soit à 30-9 ou à 9-9, je suis sûr que les Français auraient fait le même effort. On ne peut pas dire que notre défense a été parfaite, parce qu'on s'est fait franchir contre les All Blacks, on s'est même fait un peu franchir contre le Japon, ce week-end encore 5 fois. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui rattrape le coup. À chaque fois, on fait ces efforts invisibles de se replacer le plus vite possible pour remonter et refaire la ligne. Et ça, je ne l'avais pas vu depuis les 2, 3 premières années de Fabien Galtier, où c'était un peu nouveau, tout beau, et tout le monde s'y mettait, donc les fameuses hautes intensités. Mais c'est ça la haute intensité, c'est que le petit Gazzotti, en rentrant sur le terrain, en loupant son plaquage, en tombant au sol, et en arrivant en même temps que les autres, au moment où le ballon sort du ruck, ça veut dire que lui s'est relevé, c'est sûr, en moins de secondes, et qu'il a fait un Mm. sprint de 45 mètres pour se remettre en place. Ça va faire dire à Greg Aldrit, qui n'a pas du tout le même profil, mais par exemple, puisque ça se joue là, là, mon coco, va falloir que je me bouge. Et ça va faire dire à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre. Et ça va faire dire aux 2, 3 jeunes qui sont sur le bord, ah ben, c'est possible aussi pour moi, comme le petit Guillard, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un bon signal. Voilà, à envoyer à tout le monde. C'est un très bon signal sur le terrain parce que on est présent et c'est un bon signal envoyé aussi au groupe, aux partenaires et à tout ce qui se passe dans une vie d'équipe. On va poursuivre cette action qui va se conclure après 3 minutes de jeu, 3 minutes sans discontinuer. Et ce qui est intéressant sur cette fin de situation, on est vraiment à la fin de l'action là, c'est que il y a un 3 contre 3 pas simple à gérer. Là, ici, c'est Malia qui a le ballon, numéro 15 argentin. Mmh. Il a 2 partenaires à sa droite et en face, il y a 3 défenseurs français. Le premier est Winnie Antonio, pas le plus mobile, surtout après 3 minutes de temps de jeu. Moefana et Ficou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne défense collective. La première des choses, c'est que euh, Antonio ne relâche pas son effort, ne coupe pas. Enfin, il a tout intérêt, mais voilà, il a encore de l'énergie pour bouger. Que Moefana l'attend en quelque sorte, qui sait qu'il a un joueur lent à son intérieur et qu'il il faut pas qu'il monte, qu'il est en gestion. En revanche, Ficou, lui, va adopter une stratégie défensive, on va dire, intéressante et intelligente. Je te laisse développer, Jean-Baptiste. Ouais, en fait, dans cette situation-là, il y a deux choses qui sont très bien jouées. La première chose, tu l'as dit, c'est Moefana qui se rend compte qu'à son intérieur, c'est deux piliers, dont un qui est moins mobile que les autres et qui l'attend. C'est pour ça Ouais, qu'il a là, c'est cette Awardi. position. Voilà, il attend Ouni en lui disant voilà, tu vas pas me lâcher, tu vas pas me lâcher, reste avec moi, il y a le feu. Et la situation la plus intelligente pour moi, c'est celle de Gaël Ficou qui sort de la ligne, se met entre les joueurs en leur disant messieurs, le ballon, vous n'irez pas à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu veux aller à l'extérieur, il va falloir me lober, Malia, c'est-à-dire faire une passe lobée qui va donner du temps sur le temps de vol pour aller défendre avec la touche là-bas. Ou alors il va falloir que tu passes par tous les relais et que tu donnes à ton copain qui est à côté de toi, là, le premier qui est entouré en jaune. Mm. Et en faisant ça, il interroge Malia, ce qui permet à Vardy, à Antonio
et à Mofana de gagner un peu de temps et de venir l'aider. Et au moment où Malia va lâcher le ballon, c'est celle d'après. Là, Ficou, il est dans sa prise de décision et il a exactement fait faire à l'attaquant ce qu'il souhaitait qu'il fasse en se mettant là. S'il était resté derrière Moefana et qu'il avait continué à glisser avec lui, on aurait perdu 30 mètres de terrain. Là, sur une situation délicate à gérer, avec des piliers à l'intérieur, les deux centres ont admirablement fait, notamment Gaël, en ayant cette posture. Jamais il aurait été C'est là, tenté l'interception. Jamais. Jean-Bas, En fait, il se met c'est là, là-dessus que c'est à l'heure. Jean-Bas, c'est là-dessus que Gaël et Ficou est précieux en défense, parce qu'on parfois on le voit pas forcément du stade On ou à voit, la télé, des choses comme ça. Oui, on voit juste comment ça j'ai- finit. Il bloque le ouais, ballon à la fin. Donc, Mmh. il bloque voilà. le deuxième attaquant argentin avec le ballon. En restant debout, 15 joueurs sur les pieds, dans ce qu'on disait tout à l'heure, on refait une ligne. Dupont va prendre la place à l'intérieur de Villiers. Tout le monde va retrouver sa place. Ramos est déjà parti en couverture parce que Barré est rentré, etc., etc. Ouais, c'est un petit peu pas mon coup de gueule, mais j'entends beaucoup le débat sur Gaël et sur Moefana ou sur d'autres, mais surtout sur Gaël. Et, bon, déjà à 30 ans, il a 90 sélections, je crois. Donc 93, c'est ouais. pas rien. Donc c'est pas rien. Ça va, je pense qu'il va encore continuer. Alors, on vient de parler beaucoup de défense. On sait que l'équipe de France a défendu 2 tiers du temps. C'est-à-dire que il y a peu de place pour jouer au rugby. Et on sait que l'équipe de France n'aime pas les séquences trop longues. Là, ils ont marqué un essai à 11 phases. Je crois que c'est le premier depuis X temps. Donc, c'est vrai que tu vois pas Gaël trop dans ces phases de jeu puisqu'elles n'existent pas. Par contre, le travail qu'ils font, les deux, mais surtout Gaël, en défense, pour rassurer, pour faire ce qu'il vient de faire, pour rassurer les mecs qui sont à son intérieur, rassurer les mecs qui sont à son extérieur, communiquer avec les joueurs pour bloquer les circulations défensives et tout, dans l'invisible, encore une fois, pour moi, c'est prépondérant. Et comme la France n'a pas la possession, et que Gaël est souvent le meilleur dans ces moments-là, c'est-à-dire quand on n'a pas la possession en défense, et bien, pour moi, c'est encore un faux débat. Voilà, il a été remis peut-être en question parce qu'il n'était pas très frais au début face aux Japonais, et lui aussi va monter le curseur. Mais en plus, On va, on attention, va- si l'équipe de France utilise un peu plus le ballon, Gaël est aussi un très bon joueur de rugby. Mais là, ils l'ont moins le ballon, ils l'ont presque pas. Mmh. on va montrer juste avec deux petites captures le rôle, au-delà de plaquer, etc., de Gaël Ficou, c'est d'être un capitaine de défense et on le voit en permanence parler, faire des signes à ses partenaires. Là, il demande aux joueurs de son côté de Moefana. défense de Mmh. basculer de l'autre côté et Moefana qui est juste à côté de lui immédiatement l'entend et fait le Mmh. tour et va se replacer. C'est le moment où il split, comme disait tout à l'heure Jean-Bas. Et là, à l'inverse, il appelle pour que Les des renforts. joueurs à l'intérieur Mmh. du ballon viennent en renfort. Et il le fait en permanence. On parle souvent de capitaine de défense. On a du mal un peu quand on n'est pas sur le terrain à voir concrètement ce que c'est comme rôle. Mais avoir un œil sur lui pendant 80 minutes permet de voir notamment que c'est beaucoup un rôle de communication, de lecture, euh, où sont les attaquants, comment on est placé nous, etc., etc. Ouais, ce qui est important dans l'image, si tu peux mettre celle d'avant, s'il te Ah, plaît, pardon, Alex, je vais remettre. sur l'image de Gaël, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les rucks les plus difficiles à défendre, ce sont ces rucks-là. Voilà, qui sont à peu près sur les tiers terrain. Si vous divisez la largeur du terrain en trois, ça fait 22 mètres, 22 mètres, 22 mètres. Donc là, on est à peu près à 22 mètres de la touche. Et c'est là où c'est le plus dur. Et c'est lui ou Moefana, quand il arrivera de l'autre côté, quand il y aura des rocs là, qui doit être responsable de savoir. Est-ce que j'appelle Meafou, Olivon pour qu'ils viennent avec moi défendre le côté fermé, là, les 25 mètres à défendre, ou alors est-ce que je les bloque pour qu'ils défendent l'autre côté? Et ça, c'est une gymnastique qui est précieuse et qui est très importante dans la défense collective. Et encore une fois, c'est des choses qu'on ne voit pas. Il n'y a rien de physique. C'est juste lever la tête, regarder, sentir
Et ça, Gaël le fait à la perfection. C'est Mmh. pour ça que, pour moi, il a une place prépondérante dans l'équipe de France, malgré que il ne soit pas, soi-disant, au niveau avec le ballon. Et ça, j'en doute aussi. Mais en tout cas, sans ballon, c'est l'un des meilleurs. Et pareil pour Moefana ou pas, Jean-Baptiste? Euh, Pareil. Alors, il est un peu plus jeune, il a moins d'assurance, mais c'est son job aussi. C'est-à-dire que tout dépend en fait de savoir qui plaque le premier. Sur les lancements de jeu, le centre qui plaque, en se relevant, il fait la large immersion, il repart de là d'où vient la source, c'est-à-dire de là où vient le ballon. C'est souvent Moefana qui le fait ça. Et c'est Gaël qui a donc la gestion tout le grand côté à gérer, le deuxième centre. Mais quand Gaël a joué 12, il plaquait, il se retrouvait de l'autre côté, et quand le jeu revenait sur son côté, ben, c'est lui qui prenait le relais. Il a cette expérience d'avoir joué à ces deux postes-là, un peu moins peut-être Moefana, mais apparemment, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, il commence à prendre un peu d'épaisseur aussi dans le groupe, dans ce domaine-là de leader de défense, et voilà, il va progresser, mais Gaël est un expert dans cette partie-là. Voilà. Une dernière question peut-être sur Alex, la tu veux défense. Jean-Bas, est-ce que tu trouves que la défense a évolué depuis les débuts de l'ère Galtier et est-ce que Sean Edwards, est-ce que la défense style Sean Edwards est toujours aussi agressive ou plus en contrôle? Un chouïa plus en contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, pour travailler une défense haute, au départ, il faut aller dans les excès. C'est-à-dire il faut faire monter les mecs en sprint, quitte à faire des grosses erreurs, il faut vouloir aller chercher très haut dans le terrain, il faut en passer par des exercices très difficiles à faire pour les joueurs parce que y a rien de ludique là, t'as pas de ballon à jouer, il faut juste faire des speedlines, c'est-à-dire de la vitesse de ligne, monter fort. Alors bien sûr, un mec comme Bielbarré va 2 fois ou 3 fois plus vite que Uni Antonio, mais pas au même endroit du terrain, donc aller rentrer dans le terrain, chercher. Voilà, il a fallu en passer par là. Donc ce qui provoque dans les 2, 3 premières années des montées défensives presque kamikazes, mais très hautes dans le terrain. Et puis avec l'apprentissage du projet, on s'aperçoit que après tu nommes des capitaines de défense, etc. petit à petit, et que tu es un peu plus dans le contrôle. Et tu te connais aussi un peu mieux. Tu sais quand est-ce que tu peux monter, quand est-ce que tu peux pas. Et c'est ce qui se passe en ce moment. L'équipe de France est beaucoup moins haute sur la ligne qu'elle l'a été dans le passé, mais par contre, elle est beaucoup plus précise dans ses choix qu'il y a encore 2 ans là où il y a eu un petit flottement. Voilà, on était dans l'entre-deux. Là, c'est un peu plus clair. Voilà, je la trouve plutôt bien équilibrée tout le temps. Et l'autre chose qui a changé, c'est Fabien, c'était tout le temps 13-2, très souvent, et 14-1 quand on rentrait. Aujourd'hui, on voit sur les dégagements, on l'a vu la semaine dernière, on voit de temps en temps, il fait monter le numéro 10 dans le premier rideau pour rester qu'à 2 derrière, ça c'est classique. Des fois, le numéro 10 reste, il reste à 3 derrière ou 2,5. Et il arrive à jouer avec ça, comme il dit, il donne une image, il bluffe entre guillemets, il donne une image à un match, puis une autre à un autre match. Des fois, Dupont est dans le premier rideau, des fois, et ça veut dire que tout le monde a compris son rôle, même si on change 2, 3 individus dans leur positionnement sur le terrain, tout le monde a compris son rôle et les circulations sont quand même les mêmes, etc. Mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu moins agressif qu'au tout début, mais on est tout autant hermétique. Enfin, on commence à retrouver, c'est mieux que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Messieurs, 33 minutes d'émission, passer au deuxième thème. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, ça, c'est Non, mais bon? le reste, ça OK. va aller très vite après. Non. Ah bon? D'accord, c'est pas Ouais, intéressant le oui, ouais, reste. là, on parle de football maintenant. Attention, t'es prêt? On va parler de football. Ah, ça Et de m'intéresse alors. chasse. On va Et de parler de foot. chasse. Et de Allez-y. chasse, mes passions là, le football et la chasse. On a été des bons chasseurs, c'est ça, Alexandre, hier? Pas que hier. Ça fait 3 Mmh. matchs maintenant que l'équipe de France est une bonne chasseuse. On va juste rappeler ce qu'on entend par ce mot-là. C'est la chasse, c'est course après un ballon tapé, souvent un ballon rasant, tapé en direction de l'embut adverse. C'est comme ça que Louis Bielbiarré a beaucoup marqué pendant cette tournée. Il avait aussi marqué comme ça pendant le tournoi. Et c'est vraiment un marqueur très fort de l'attaque française sur cette tournée. On va peut-être juste commencer par rappeler ce qui a été fait, parce que là, ça c'est donc Biel Biarré ce week-end contre les Pumas. Il arrive, il fait ce que Jean-Baptiste appelle un grand pont comme au foot. C'est Mmh. pour ça qu'il dit qu'on Mmh. parle de foot.
et puis il sprint et il va être le premier sur le ballon dans l'embut. Même chose là contre les Pumas aussi, Ramos qui tape en décroisé en direction de Bielbiarré, et Bielbiarré va arriver quasiment en même temps que le numéro 7 argentin qui va taper le ballon dehors et cette pénalité. Ici, on est en début de match, Ficou qui tape un coup de pied en direction de l'embut adverse. Ce coup de pied va sortir en touche, provoquer un 50-22 sur cette touche, et c'est de Flamand. Ici, contre le Japon, Bielbiarré qui tape à suivre, qui va arriver le premier sur le ballon. Et c'est C'est ici toujours du contre côté les de All Bielbiarré, Blacks. en fait. C'est souvent du côté de Bielbiarré, ouais. Ouais. Ici, contre les All Blacks, récupération de Ramos sur une perte de balle néo-zélandaise. Coup de pied immédiat, essai de Bielbiarré, et je crois qu'on est au bout. Voilà, on est au bout, mais ça fait déjà quelques exemples. Jean-Bas, pourquoi l'équipe de France s'est fait une spécialité de ces essais-là? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, et ça fait maintenant 4 ans qu'il travaille sur la dépossession. Euh, je sais que Fabien et d'autres avant lui, Eddie Jones, euh, nous, quand on était à Montpellier au début, le fait de taper dans les angles du terrain et de faire rouler le ballon, c'est très compliqué. Alors, peut-être pas sur le court terme, là, comme on l'a vu, c'est-à-dire coup de pied et c'est de suite, mais à force de le faire dans le match, plus tu le fais, plus tu le fais, plus tu fatigues la défense adverse, plus tu la désorganises, et plus elle a du mal à sortir de son camp. Et au bout d'un moment, alors des fois c'est de suite, c'est-à-dire coup de pied et c'est bien le viré, et des fois c'est un petit peu plus tard, coup de pied, ah, il est mal tapé, entre guillemets, il sort en touche, mauvais lancé, ou 50-22 comme on l'a vu avec Ficou, et c'est derrière, ça c'est du moyen terme. Et sur du long terme, c'est coup de pied, sortie de camp, touche pas trouvée, ou touche mal trouvée, contre-attaque, et en 3 passes de l'autre côté, t'as des espaces qui se créent. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça a été beaucoup pratiqué pendant les entraînements. Taper dans le ballon, c'est pas se débarrasser du ballon, là, c'est des coups de pied offensifs. Et c'est pour ça que j'appelle ça le football rugby. C'est que c'est occuper la profondeur du terrain. La deuxième chose, pour parler de ces actions-là, c'est qu'on a des joueurs d'une vitesse de mise en action incroyable. Bielbiarré, c'est pas anodin que ça arrive souvent de son côté. Mais en début de match, ça arrive du côté de Villiers et Ficou, pareil, chasse et le ballon sort en touche, malheureusement. Mais si le ballon était resté dans le terrain, ça aurait été pas loin de faire la même chose. Donc on a des ailiers et des centres qui sont capables de chasser, c'est-à-dire courir après ce ballon et mettre la pression. La troisième chose, c'est qu'on a des joueurs qui lisent le jeu et ont des réflexes, comment vous dire, quand Ramos il tape dans le ballon, en fait, à la chasse, là, il le sait presque même avant que les Blacks aient perdu le ballon, en fait. Il sait que si les Blacks perdent le ballon, ils se sont tellement désorganisés à faire produire tous ces temps de jeu qu'au fond du terrain, il n'y a souvent personne. Et pour peu qu'il anticipe que ce soit Will Jordan et Mackenzie qui soient pas loin du ballon là et qu'il le fasse tomber, ben lui, dans sa tête, ça va plus vite que de le dire. Il a déjà le pied sur le ballon et il le met au fond. Parce que Et ce on qui est l'a très vu. intéressant, Jean-Bas, là, je souligne juste un point que tu viens de dire, c'est que toutes ces captures qu'on a vues, toutes ces actions qu'on a vues, elles interviennent après soit une récupération de la défense. Par exemple, le coup de pied de Ramos pour Bielbiarré, là, le coup de pied des croisés, c'est après un grattage de Meafou. Le coup de pied de Ramos aussi pour Bielbiarré contre les All Blacks, c'est une perte de balle premier rideau. Soit ça intervient après un coup de pied de l'Argentine ou du Japon, les deux exemples. Donc un ballon de, c'est pas un ballon de récupération défensive, mais c'est voilà, on a un C'est ballon une avec, transition. c'est une transition. Et C'est à une chaque fois, transition. pourquoi ces ballons-là sont bons à jouer Bah, sur les c'est là où transitions? c'est là où il y a le désordre. Si on prend la chose à l'envers, la première image qu'on a montrée de l'équipe de France, c'est une ligne de 15 mecs sur les pieds avec les deux centres splittés, tout le monde, le 8 de devant au milieu. Là, c'est dur à franchir. Là, tu tapes dans un mur et ça va être long, ça va être très long, ça va être très très long pour certains. Et encore trop long pour les Japonais, parce que bon, ils y ont continué, mais bon, peu importe. Euh, Par contre, là, à ce moment-là, où le ballon tombe des mains des Néo-Zélandais,
ils sont tous en quinconce sur le terrain en position d'attaquant. Et souvent, ceux qui doivent couvrir voilà, sont intégrés dans le jeu. Will Jordan, sur cette action, il est juste à côté du ballon, ou il est même peut-être par Il est terre. là, Ou ouais. c'est lui qui... Il est là. Voilà. Donc normalement, c'est lui qui devrait courir. Sauf que lui, il est en position d'attaque. Et Mm. quand il voit qu'il tombe le ballon, Ramos, il le sait, mais il le sait avant. Donc il y a deux grands principes quand on récupère un ballon comme ça, c'est on fait une ou deux passes et on voit, c'est ce que nous apprennent nos éducateurs et nos entraîneurs quand on est dans l'école de rugby, ou souvent le champ profond. Et l'équipe de France s'est tellement entraînée à le faire avant, au début de l'ère Galtier, de manière un peu structurée, c'est-à-dire sur le lancement de jeu, sur nos possessions, on cherchait vraiment à poser le ballon là-bas. C'est devenu une habitude. Et c'est devenu une bonne habitude. Alors bien évidemment, si on revoit toutes les actions, comme on est 70 millions de sélectionneurs, il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais s'il avait fait la passe, il y a presque un 2 contre 1, etc. Oui, peut-être. Mais c'est jamais mal joué. Si le ballon reste dans le terrain, si le ballon reste dans l'embut, vous avez une goal line, vous repartez avec une possession à 30 mètres de la ligne. Si Bielbiarré va plus vite que les autres, il y a essai. Voilà, c'est exactement celle-là, Alex. Là, tout le monde peut la discuter, cette situation. Mm. Est-ce que Gaël Ficou devrait passer? Pourquoi il joue pas le 2 contre 1? Pourquoi ceci? Et la dernière chose que je voulais dire à côté de ça, je pense que pour nous, c'est culturel. Je pense que là, un Irlandais aurait fait la passe au casquet rouge, il y aurait eu un ruck 5 mètres plus loin, et ils auraient enchaîné des temps de jeu, des temps de jeu, des temps de jeu. Les Français, du temps que je m'en souvienne, c'est de laisser du bout du monde avec Serge Blanco, Delo et toute la clique, jusqu'à l'essai de Philippe Saint-André à Twickenham qui part de l'embut, etc. Ce sont des fulgurances. Fabien appelle ça des fulgurances. Ce sont des actions qui se jouent en moins de 15 secondes. Et sur tout ce que tu viens de dire, tous les essais qu'on a vus pendant la tournée, c'est moins de 15 secondes. C'est turnover, une passe ou directement le pied, et on porte le ballon chez l'adversaire. Des fois, et ce week-end, on a fait une, deux, trois passes, et au moment où ça s'est fermé, ben c'est celle-là. Ficou, il a mis le ballon là-bas au fond. Alors, sur le moment, il y a 50% des 68 millions de sélectionneurs qui disent ah, c'est mal joué, il devrait lâcher le ballon. On est d'accord. Et 2 secondes après, quand on prend le ballon en touche, qu'on fait notre mouvement et qu'on marque, ah putain, là c'est bien joué. Ah, mais si Ficou avait pas tapé, on n'aurait pas eu 50-22. Et peut-être quoi. Enfin, voilà. Donc, moi, je partais du principe que c'est comme un peu comme les offloads. On les tente. Si on les réussit, tant mieux. Il faut continuer à le faire. Si on les manque, c'est pas très grave. On n'a pas besoin, ouais, pourquoi tu l'as fait là, il fallait pas le faire. Non, non. Il faut continuer à le faire, mais le faire mieux. Et c'est un peu pareil pour la chasse. C'est-à-dire que à quel moment on tape, pourquoi on le fait, et si de temps en temps c'est mal joué, en effet, il aurait pu faire la passe ou ça sort en touche. Il faut savoir quand tu es entraîneur, l'accepter, parce que tu sais que ça va quand même te produire beaucoup de fatigue sur la défense, et qu'à terme, dans un match, si tu déposes le ballon là-bas 3 ou 4 fois, ou plus de 4 ou 5 fois, et ben, tu as de grandes chances de remporter les parties, parce que les adversaires, ça les fatigue énormément. Vous avez noté que Juste pour Jean-Baptiste, depuis conclure, ces dernières semaines, à chaque fois, il dit il faut tenter, hein. Que ça marche ou que ça ouais, marche pas, il faut y aller. À la main, au pied, et il faut oser. c'est C'est le ça qu'il dit à chaque Toulousain, fois, en ça. fait. C'est le Toulousain qui parle, ouais. Ouais, non, oui, oui, alors ils ont cette culture-là, c'est vrai, Mm. vous me branchez à chaque fois, mais pour moi, c'est pas un risque. Et puis, si on avait une télécommande, qu'on était à les tribunes et qu'on faisait faire à Gaël Mm. Ficou, passe, et on jouera à la PlayStation. Là, c'est plus vivant. Et voilà, Gaël, il a le droit de se tromper, il a le droit aussi de Mm. réussir. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, il nous fait chier là à taper dans le ballon, pourquoi il fait pas une passe? Et 3 minutes, ces mêmes personnes, elles applaudissaient parce qu'il y avait essai de flamand et que ça fatigue énormément. Pensez aux petits piliers argentins qui courent derrière les ballons et derrière Bielbarré pour aller se replacer. Jusqu'à preuve du contraire, quand moi je vais dans la rue, je ne vois pas grand monde marcher à reculons. Et ça fait partie. Je vous rappelle que le rugby, ça c'est le football rugby. Et je suis contre ceux qui sont anti-jeu au pied, où tout passe, où tout pied, ça Mm. m'énerve. Il faut de tout. Juste pour conclure, il y a évidemment, on l'a déjà un peu dit, un énorme lien entre la capacité de la défense française à tenir face à des longues séquences et c'est ce type d'essai-là parce que on va juste reprendre la capture de l'essai de Bielbiarré contre les All Blacks. Euh, pour rappel, cette action-là, elle intervient après quasiment 3 minutes de possession néo-zélandaise sans discontinuer. Et quand Ramos tape, ici, là, dans ma souris, il y a Sevouris. Sevouris, c'est un ailier, il va plutôt très vite. Et normalement, là,
dans cette situation, il est en capacité de faire le match avec Bielbiarré. Sauf que Sévouris, ça fait 3 minutes qu'il attaque et qu'il se casse les dents sur la défense française. Il s'est déjà replié une fois parce qu'il y a eu un court moment de possession française. Il a décidé de relancer le ballon, etc. Et là il va jamais pouvoir faire le match avec Bielbiarré parce que Sévouris, il est cramé, en fait. Il arrive plus à accélérer à ce moment-là. Voilà, ce, ce type de jeu-là appuie aussi sur là où ça fait mal pour l'équipe qui vient de perdre le ballon, quoi. C'est-à-dire qu'elle l'oblige à un nouvel effort, alors que déjà, posséder le ballon a fatigué les joueurs. Ouais, il y a une semi-étude qui a été faite pour dire que, soi-disant, tu te fatiguais plus à attaquer qu'à défendre. Ça peut s'entendre parce que il faut se replacer dans la profondeur, dans la largeur, requer, tomber, se relever, etc. Alors qu'en défense, c'est comme une canne de baby-foot. Là, on est tous en ligne, on bouge que dans la latéralité. C'est plaquer, se relever, mais il y a moins d'efforts dans la profondeur, donc moins de dépenses d'énergie. Donc ça s'entend. Et c'est vrai que peut-être que si on est aussi riche sur ces actions-là, c'est parce que comme on défend beaucoup, on est peut-être un peu moins fatigué. On a des joueurs très lucides derrière qui plaquent pas énormément. Ramos plaque pas énormément, Dupont plaque pas énormément, les ailiers Bielbiarré, Villiers, tout ça plaque pas énormément. Et dès par contre qu'ils ont le goût du sang et qu'ils voient ces espaces-là, c'est ce que tu expliquais avec c'est Vouris là. Il y en a un qui est brûlé et qui est à 27 km/h au lieu d'être à 34, et l'autre qui fait 35 à l'aise et qui est toujours à 35 ou allez, 34, mais qui le dépose de largement, quoi. Messieurs, si on passait au troisième thème, Ah, d'accord? Voilà. Et là, dans le troisième thème, il y a 3 sous-thèmes. il y a 3 Facile. sous-thèmes. Le premier, c'est Thomas Ramos, On va qu'on peut continuer. dire Thomas a plutôt Ramos. été pas mal dans cette tournée. Je vais être court, Pas mal. Jeff, moi. Je vais être Ah bon? court Tu vas dire qu'il est sur ce extraordinaire? thème. Non, Thomas je vais Ramos. dire que peu importe le numéro qu'il a dans le dos, lui aussi, c'est un très bon joueur de rugby. Parce que, en fait, on l'a vu sur le terrain, oui, il menait le jeu comme un 10, mais la plupart des décisions qu'il a prises, qu'on a trouvé géniales, Intéressant. on est toujours dans le trop du trop. Et bien en fait, les 50-22, c'est en position d'arrière. La passe au pied, c'est sur une deuxième passe en position de centre. Et puis d'autres choses. Quand il est face au poteau, là, il avait le numéro 10 dans le dos, mais il se peut qu'il ait le numéro 15 quand il tape au poteau. On est d'accord? Ça, c'est pas parce qu'il joue ouvreur qu'il tape bien dans le ballon, qu'il est à 100%. C'est tout simplement parce que c'est un garçon qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il voit avant les autres, il anticipe avant les autres et il joue souvent en première intention. C'est au football, mes entraîneurs disaient, on parle encore de football, c'est joue en première intention. Zidane, c'est contrôle passe ou passe. On joue à une touche de balle, on joue en première intention. Et lui, Thomas, eh ben, c'est ce joueur-là. Et peu importe le numéro qu'il est dans le dos. Et félicitations au staff d'avoir voilà, d'avoir tranché. Ça a été un choix plutôt gagnant de le positionner à l'ouverture. Alex? On pourrait évoquer 1000 choses sur Thomas Ramos, sa technique de jeu au pied face aux perches, sa technique individuelle. Hier, il y a notamment une action qui a marqué les esprits, c'est ce qu'on a un peu décrypté sur le site ce matin, mais sur laquelle on va légèrement revenir, puis on va en aborder une autre. Cette action où il récupère un ballon après un coup de pied par-dessus de Antoine Dupont, et puis lui où il enchaîne avec un coup de pied qu'on a évoqué tout à l'heure, derrière lequel Bielbiarré va chasser. On va juste revoir un truc, parce que c'est ça qui est remarquable avec lui, c'est, comme le disait Jean-Bas, sa capacité à regarder, en fait, tout simplement. Là, l'équipe de France vient de récupérer le ballon au milieu du terrain, mais à fou à gratter le ballon, puis Gaël Fickou l'a ramassé, a un peu parti dans le zig puis dans le zag, il crée un nouveau ruck. Et ce qui est intéressant là, c'est l'attitude de Thomas Ramos. C'est qu'avec Barré, qui est l'autre numéro 10 de l'équipe en tant qu'arrière, il est le seul à regarder dans le camp argentin. Il regarde dans le troisième rideau et il regarde aussi un tout petit peu sur sa gauche. Sans doute c'est pour ça qu'il sait que Bielbiarré y est. Et ensuite,
dans le plan de la télé va se resserrer. Et on va voir Antoine Dupont qui va arriver sur le ruck. Et Antoine Dupont, en arrivant sur le ruck, il doit entendre à ce moment-là un code. C'est quasiment sûr. Et en fait, Antoine Dupont, il va courir jusqu'au ruck. Il ne va pas regarder dans le camp argentin. Même en ramassant le ballon, il ne va pas regarder dans le camp argentin. Parce que ce que Thomas Ramos lui a dit, il fait confiance à Thomas Ramos. Il sait que Thomas Ramos, il a vu l'espace. Il sait aussi que Dupont, je pense, tu me diras Jean-Baptiste, mais que s'il regarde dans le camp argentin, il va donner une indication aux Argentins qu'il a peut-être l'intention de jouer là-bas, et de jouer dans le dos. Et donc il va arriver sur le ruck et il va lâcher un petit coup de pied par-dessus pour Thomas Ramos. Mais celui qui a vu et celui qui a annoncé, c'est Thomas Ramos. On va prendre un autre exemple. Là, c'est une possession française. Antoine Dupont part. Ramos est en position numéro 10. On va bientôt perdre le ballon, pas sur ce temps-là, mais sur le temps d'après. Et dès la perte de balle, Ramos va reculer, se mettre immédiatement en position de deuxième arrière. Le ballon va vite lui arriver. Et là, on est à 27-20. Il a le ballon dans les mains. Il vient de le mettre dans ses mains. Et à 27-21, donc immédiatement, là, il est en train de photographier la situation. 27-21, il tape 50-22. Et grâce à sa vitesse, à la fois de lecture puis d'exécution, ben, ces deux joueurs argentins là ils ont pas le temps de se replacer en fait, d'aller couvrir le troisième rideau. Ils sont battus par la vitesse en fait de lecture et d'exécution de Ramos et ça va faire 50-22. Voilà, des choses à ajouter. Jean-Baptiste, Jean-Bas. quelque chose à ajouter, Jean-Baptiste? Ben non, mais vous avez tout dit. Anticipation, clairvoyance. Et en plus, ce sont des actions qu'il a, qu'il a déjà pensé des centaines de fois. Et qui des fois n'arrivent pas, mais celle-là, elle est vue et revue dans sa tête. Il sait qu'à la perte de balle, il faut vite aller couvrir. Et quand il reçoit le ballon, il sait que l'espace libre, il peut être que là-bas au fond à gauche, parce qu'au fond à droite, c'est trop loin, qu'il a la pression des mecs qui vont le chasser, donc il faut trouver l'angle le mieux, l'espace libre, et après il y a la justesse technique, mais bon, à ce niveau-là, Euh, ils l'ont tous, Hmm. mais enfin tous, lui, beaucoup l'ont. Jalibert, Ntamak ont aussi de bonne qualité au pied, mais il voit avant les autres, il sent avant les autres les choses, et quand tu as un coup d'avance sur tout le monde, bah, c'est plus facile. On va passer au deuxième thème, Charles Olivon, le basketteur. ouais, c'était une action marquante de la fin de match. C'est ces deux contres consécutifs de Charles Olivon sur des dégagements du numéro 9 argentin, enfin de son remplaçant. C'était tellement marquant parce que ça a eu lieu à 10-15 secondes d'intervalle. C'était tellement marquant que dès hier soir, on s'est posé la question, on allait regarder un peu comment tout ça s'était joué. Et en fait, on a vu que à deux reprises, la même organisation avait été mise en place. On va vous montrer juste un cas, le deuxième contre. Et à chaque fois, c'est vraiment la même organisation, c'est-à-dire que Julien Marchand, ici, là, qui est avec Charles Olivon, vient se coller côté gauche du ruck, côté français. Il vient se coller, mais il ne fait pas d'effort pour repousser, hein. Même la première fois, il vient juste mettre la main, comme ça, doucement. Et Charles Olivon vient se coller, s'accrocher à Marchand. Et donc, il fait partie du ruck. Et faisant partie du ruck, on voit que ça lui permet de gagner du terrain par rapport à la ligne de hors-jeu, même si on va aller un peu plus loin ensuite dans l'explication, parce que tout n'est pas très clair non plus dans ce truc, dans cette stratégie, qui a été travaillée, hein, je précise, Charles Olivon l'a expliqué après coup, et ça va faire que, regardez, au moment du coup de pied, il est complètement déjà dans le camp argentin, parce que sa position de départ lui a permis de gagner du terrain. Donc on s'est renseigné aujourd'hui auprès d'un arbitre, et c'est autorisé à condition que les deux pieds de Charles Olivon soient derrière les pieds du dernier participant au ruck. Donc là, en l'occurrence, derrière les pieds de Julien Marchand, ce qui n'est pas exactement le cas ici, puisqu'il a le pied gauche en avant de Julien Marchand. Jean-Baptiste, est-ce que tu voulais en dire quelque chose? Non, non, ben déjà c'est bien que ça a été travaillé parce que les Argentins ont beaucoup souffert, notamment en Irlande sur les sorties de camp. Ils se sont déjà fait contrer dès le début de match.
ils n'ont pas un très bon jeu au pied et je pense que leur organisation est pas très bonne. Ils sont souvent que 4 dans les trains là pour s'allonger, ils mettent pas la bonne épaule, le demi-mêlée est souvent sous pression, donc je pense que ça avait été vu par le staff ou vu par les joueurs. Et il suffit des petits exercices comme ça, qui soient dans la règle ou limite avec la règle, comme pouvait le faire Dupont sur le kicking game à l'époque, c'est-à-dire se mettre dans des zones un peu qui sont pas encore très bien éclaircies par les arbitres. Il suffit de faire cet exercice 3-4 fois dans la semaine, le répéter 3-4 fois, le répéter 5 fois, c'est-à-dire faire une vingtaine de fois en disant, gars, voilà, avec l'arbitre à côté, justement, qui accompagne l'équipe de France, si vous vous mettez comme ça, vous gagnez de 50 centimètres et vous avez la possibilité de pouvoir contrer. La règle dit que vous pouvez si vous êtes derrière les derniers pieds. En effet, là, sur l'action qu'on voit, mais l'arbitre, il ne peut pas voir une chaussure qui dépasse de 20 centimètres. Bon. Et du coup, si ça a été travaillé, qu'ils l'ont fait un petit peu pendant l'entraînement et que sur le terrain ça a porté ses fruits et que ça amène l'essai, encore une fois sur un turnover, 3 passes et jeu au pied là-bas et Oui, parce que crampon. ce contre-là, il entraîne Mm. l'essai de Bielbiarré. Ouais. Mm. Et voilà. Et donc c'est plein de petites choses. Et ça, moi, c'est alors le grand pont de Bielbiarré est magnifique, tout le monde est debout dans les tribunes. Mais ce geste-là, si tant est qu'il était travaillé, pensé par l'arbitre, le staff et vu à la vidéo, eh bien, c'est un travail d'orfèvre et félicitations. Et puis, bon, s'il y a un jeu de 30 centimètres, tant que c'est pour la France, c'est pas très grave. Ah voilà, Quelque part, d'accord, ça me ok. rappelle. Non, mais quelque part, ça me rappelle ce qu'un Colby a pu faire à Ramos en quart de finale de la Coupe du Monde, c'est-à-dire à un Mm. moment trouver des micro-détails dans un match qui peuvent faire basculer, parce que là, le match est plié, donc ça a pas beaucoup de conséquences. Mais enfin, s'il y a 22-22 à ce moment-là, c'est le genre d'action qui fait gagner le Mm. match. Et quand Colby avait vu que Ramos mettait un peu de temps entre son premier mouvement et son coup de pied, et que ça lui permettait éventuellement de monter, même si peut-être il a grugé de 2 mètres, ben là c'est 20 centimètres. C'est le genre de Mm. petits détails qui peuvent faire gagner des matchs. Et c'est bien vu. Et je pense que tous les entraîneurs réfléchissent à trouver ce genre de petites choses dans le règlement, on va dire, enfin de petites voies en utilisant le règlement pour réussir des actions gagnantes comme celle-là. Est-ce que vous voulez qu'on passe au dernier sous-thème, à savoir Ouais, Antoine Dupont? voilà. Le dernier joueur qu'on voulait aborder, c'est Antoine Dupont. Pas forcément pour parler d'Antoine, même si on va finir par en parler, mais pour parler de la manière dont il a été chassé par la défense argentine. Il a perdu 3 ballons en position de numéro 9. À chaque fois, avec quasiment à chaque fois, on va dire, avec le même schéma qu'on va voir ici. En direct, c'était pas simple à voir. Je vais juste faire ma petite manœuvre. En direct, c'était pas simple à voir parce que ça va très vite. Mais en revoyant notamment 2 des cas où Antoine Dupont perd le ballon, on voit que la même chose arrive. C'est-à-dire qu'il est chassé par son vis-à-vis direct qui se met en premier attaquant ou dans l'axe du ruck. Là, c'est la première perte de balle après 28 minutes de jeu. Dupont on ne voit pas bien, il est dans le dos de l'arbitre là. Dupont, il a relevé le ballon, il fait 2 pas et pendant ces 2 pas, le, le numéro 9 jaillit et lui tape sur le bras, sur le ballon. On va voir la même chose un peu plus tard dans le match à la 49e. Le numéro 9 se jette sur Dupont en visant les bras. Cette fois, la passe part, mais là, c'est intéressant. On est 30 secondes plus tard. Le numéro 9, il est entouré en jaune. Il essaie de. C'est Garcia, le numéro 9. Il essaie de faire. Il est en train de. Il a fait le tour du ruck, c'est-à-dire qu'il est parti dans l'idée d'aller défendre dans la ligne. Puis, à cet instant précis, il se ravise, il vient se remettre dans l'axe du ruck, et là, quand Dupont soulève le ballon, Garcia se jette à nouveau sur Dupont et va lui faire perdre le ballon. Jamba, travailler, pas travailler. À l'évidence, travailler. euh, parce que Antoine monopolise le regard de beaucoup d'entraîneurs adverses, parce que il y a beaucoup de dangers autour de lui et qu'on a tendance à se focaliser. Ce qui est bien dans un sens, c'est que les équipes, en se focalisant sur Antoine, peuvent laisser des opportunités autour d'Antoine. Et c'est bien ce qu'ils cherchent à faire en ce moment avec l'équipe de France dans leur projet de jeu. On le voit bien quand il porte les ballons et qu'il les distribue à son intérieur, etc.
Là, en faisant ça, le demi-mêlée, il peut embêter Antoine, mais il crée aussi une cassure dans la ligne défensive autour d'Antoine. Et si le ballon passe, notamment à son intérieur, c'est très compliqué pour ses copains autour de lui. Et la deuxième chose que ça me fait dire, donc ça c'est sur le côté argentin, super de l'avoir bossé. La deuxième chose, c'est du côté d'Antoine. Et peut-être que son interview où il est un peu mécontent et grognon, je pense qu'il se ressasse, il se ressasse ces deux, trois ballons. Sa première initiative du match où il veut jouer un côté fermé, là, un peu sous pression, et où il se fait choper, il jette le ballon un peu n'importe comment dans le but. Voilà, il va arriver à un stade là où il devient plus que surveillé, plus qu'épié, plus que travaillé dans les vidéos. Et voilà, il va falloir qu'il trouve le moment où, oui, je peux porter les ballons et jouer l'Antoine Dupont que je fais tout le temps, et de temps en temps à lâcher des ballons un peu plus comme le demi-mêlée à l'ancienne, en partant du sol, en se faisant un peu oublier, pour arriver à trouver le bon moment juste pour porter les ballons. Parce que là, je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup porté. Quand c'est pour jouer autour de lui, ça ne me pose pas de problème, mais quand c'est pour faire des passes longues, là, ça me gêne un peu. Donc, voilà. Il a été, et on peut le dire aussi d'Antoine, même du meilleur joueur du monde, un peu en dedans sur ce match-là, malgré les gestes de classe avec le coup du sombrero, enfin le jeu qui est par-dessus là. Mm. Voilà. Il a été très bon en défense aussi, mais il a été un peu plus brouillon qu'à son habitude. Voilà, dû en effet à la pression du mid-mêlée adverse. Ce qui est marrant, c'est de viser les bras et le ballon plutôt que le corps, en fait. Ouais. Plutôt que de vouloir le plaquer. C'est de vouloir arrêter le ballon plutôt que de vouloir arrêter le joueur, presque. Ouais, bah, Antoine est costaud, les mid-mêlées argentins, c'est pas les plus costauds du monde. Surtout le deuxième, il est un peu flinguette, on dirait moi avec les chaussettes en bas. Ouais, bah, je pense qu'il voulait non, mais il voulait avant tout de le plaquer, il voulait surtout l'emmerder. Il voulait pas qu'Antoine porte ses ballons autour parce que c'est un danger quand il arrive à faire ses deux trois pas avec tous les appels qu'il y a autour de lui. On l'a vu encore sur le match 3 ou 4 fois. Et donc il voulait pas qu'Antoine porte le ballon. Donc il fallait aller le chercher. Et aller le chercher, c'est donc aller le chercher dans l'axe et vite lui mettre la pression pour pas laisser à Gomez Godella ou au talonneur ou au deuxième ligne qui viennent de faire beaucoup de mêlées qui sont dans ces zones-là de choix à faire eux. Eux, ils étaient en phase 2, ils prenaient les mecs qui avaient en phase 2. Le demi-mêlée, c'était pour le demi-mêlée en face. Ils ont fait une sorte de défense individuelle, comme on peut voir peut-être au basket tout terrain sur certains joueurs. 1h02 d'émission, je vous félicite. Et pourtant, on n'a pas terminé. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Baptiste Elissade. Et qui dit anniversaire dit cadeau, dit préparation, dit surprise. Il a fait, On n'a pas de il a bougie. fait une grimace. On n'a pas de Je bougie. le sens pas. Je le sens pas. Mais Alexandre a un peu des bougies dans son ordinateur. Là, on est, si Ouais, je me rappelle bien, Alex, c'est un match qui avait eu lieu à Cardiff, au à Millennium. Cardiff, en 2007. On s'est dit, on va prendre Un une beau action souvenir. marquante. Je ne vais pas dire une grande action, on va prendre une action marquante de la carrière de Jean-Baptiste. Non, pas très Et la grande taille. première qui m'est venue, c'est quart de finale de la Coupe du Monde 2007. On a fait du coup, on l'a fait sérieusement, on a fait un vrai décryptage de cette action-là. C'est un ballon de récupération. Ah, donc, il a bien son nom écrit. Il ramasse le ballon. Jusqu'à là, Et tout va bien. là, c'est là où c'est un peu incompréhensible. Donc les Français, normalement, attaquent de gauche à droite. Mais lui, court vers l'arrière. Et pourtant, on voit bien que l'espace, il est là, en rond rouge, et on voit ses partenaires, on voit Fred Michalak là, qui tend le bras pour lui dire, mais c'est pas par là qu'il faut aller. On en voit d'autres dans le rond rouge là qui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Les Jambas, je sais pas, est-ce qu'il a perdu sa lucidité? Est-ce qu'il est KO? Je sais pas. On voit Damien Traille aussi qui semble vouloir l'arrêter. On va avoir une photo de face, on voit il a une tête un peu ahurie, comme s'il n'était plus vraiment maître de lui-même. C'est exactement la situation. On voit David Marty qui comprend pas, pareil, qui lui dit mais c'est pas par là. Et que fait Jamba à la fin? Il tape en tribune. Jamba, est-ce que tu peux nous expliquer le sens de cette action? Ouais. Ça fait 17 ans que j'y réfléchis. Ouais, mais en fait, j'étais déjà en avance sur notre temps, tu vois, la gestion de l'espace profond. Bon, bah là, je me suis trompé de profondeur, je suis parti de mon côté. Donc,
Voilà. L'utilisation du jeu au pied, euh, et voilà, la fameuse dépossession si chère à Fabien Galtier. Donc là, je voulais déjà taper dans l'œil du futur sélectionneur, tu vois, 20 ans après, enfin 15 ans après. Et je me suis dit, allez, Mmh. là, je prends l'espace, donc vision périphérique et plat du pied sécurité. Merci pour vos conneries. Tu C'était l'as excellent. jamais refait? Tu l'as Sincèrement. jamais refait? C'est la seule Non, fois? non. Tu l'as pas non, Mais non? on commence à voir des joueurs sortir le ballon à 79 et 55, faire une passe Mmh. jusqu'à 79 et 57 et courir pendant 2-3 secondes et aller taper en touche. Et j'ai vu cet après-midi Pierre Mignoni avoir le bonus et arriver à 79 et 54. Et j'ai vu ces joueurs continuer à attaquer en reculant le ballon de 15 mètres et à deux doigts de perdre un bonus. Enfin, j'ai dit, mais ils sont fous. Et lui, il était fou sur le bord. Voilà. Donc, il y a des Mais fois, ceci à ces dit, moments-là Jean-Bas, du match, on craque, on craque. Ouais. mais sans plaisanter, j'étais présent à ce match-là et j'ai un souvenir vraiment fort de ce moment-là. Parce que on voit bien effectivement que ça va finir. Donc les Français mènent 20-18. Hein, tout le monde s'en souvient peut-être pas, mais Mmh. c'était en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Mmh. Nouvelle-Zélande. Et tu ramasses le ballon et tu pars en courant. Et au début, c'est un peu une surprise parce que c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. En fait, tu pars en arrière. Mmh. Mais je me suis souvent dit aussi, et je pense que sur l'instant, je me le suis dit aussi, que tu as dû vivre un moment quand même émotionnellement assez fort de courir avec ce Alors, ballon en sachant que c'était fini, Ouais, que tu t'es toi, fait plaisir, en fait. tu Mmh. fais, voilà, que tu pouvais laisser enfin, expulser complètement ta joie, ton stress, ton. donc, déjà, pour arriver à ce moment-là, il faut féliciter Thierry du Sautoir et les 13 mecs qui étaient devant moi. Parce que je crois que Thierry a plaqué 36 fois le jour-là, ou un truc Mmh. comme ça. Et là, c'était plus de l'ultra-possession, c'était du 90-10. Les All Blacks n'ont jamais eu autant le ballon. Et c'est vrai que dans cette action, pendant moi, mon rôle à l'époque, donc chacun a des rôles en défense, mon rôle était de couvrir le second rideau et de placer les mecs autour et de rentrer vraiment dans le premier rideau quand il y avait un gros trou. Et là, il n'y avait pas de trou ce jour-là. Sincèrement, ça ferraillait, ça ferraillait. Et moi, en fait, il n'y avait qu'une chose que je regardais, c'est le chrono. Je me dis, il y a bien un moment où ils vont perdre le ballon. Donc, le plus tard possible, ça sera le mieux parce que le match sera fini. Et quand je crois que c'est Seb Chabal qui arrache le ballon et qui le fait dégueuler vers moi, le dernier regard que j'ai sur la pendule, c'est qu'il reste 6 secondes de un truc comme ça, 79 et 54 ou 55. Et je me dis, le seul moyen que j'ai de gagner, je sais pas, enfin, mais je l'avais pas prémédité, quoi. C'est pour ça que Damien Traille est étonné. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et pour moi, de courir 3-4 secondes, je me suis dit, bah, ça va sonner, mais ça sonnait pas à l'époque. Et du coup, j'ai tapé, et voilà, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ouais, ça a été un bon moment. Ça a été un bon moment Mmh. jusqu'à la semaine d'après, qui a été un moins bon moment. Ouais. Mais celui-là, il était bien. Si on remet la C'est pas photo, mal on peut celui-là. voir que tu as quand même une tête à la fois de fatigue et Des de furie, quoi, d'une folie, une joyeuse folie. Il a l'air Ouais, complètement ouais, ouais, cinglé, ouais. 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 Même moi j'avais plaqué ce jour-là, c'est pour vous dire s'il fallait. Mais, euh, du coup, ouais, non, parce qu'on sentait que bah, c'était un exploit, c'était la grosse équipe des All Blacks. Bon, ils sont toujours très bons, mais là, cette Mmh. période-là, c'était quand même du très lourd. Et voilà, bon, c'était voilà, bah, le miracle à la française. Comme quand on voit, je pense en voyant ces images à Christophe Dominici, quand il va marquer derrière les poteaux là-bas et qui continue à courir avec son maillot trop grand et qui plonge là, à Twickenham contre le All Black aussi. C'est des moments où le temps s'arrête un petit peu, ouais, c'est des bons. Donc merci pour le cadeau, messieurs. Bon Tant anniversaire. mieux. Bon anniversaire. Voilà. Merci beaucoup, J'espère messieurs. passer les 10 prochains anniversaires avec vous. Voilà. Oh, Hein, Jeff, on discutera du contrat après l'émission. non, faut voir avec Alexandre, c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui tient ses Je cordons. sais pas. Mmh. Ah, et plus personne. Ah, d'accord. Merci beaucoup. On se retrouve, sans doute pour un salon tactique dans quelques semaines, quelques mois pour le tournoi destination, avec ou pas Jean-Baptiste Elissal, parce que peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera pas là, on ne sait pas. Peut-être qu'il aura des envies d'ailleurs, peut-être qu'il aura envie de terrain, Un peut-être qu'il club. sera bien avec nous. On s'en parlera. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Je pense que je serai On là. aimerait bien pour lui qu'il Juste pour. retrouve un club, mais en même temps, pour nous, Ouais. Mmh. ça nous embêterait bien quand même.
Ouais, Donc, juste pour ouais, voir les un deux en peu même temps. oui, Ouais. Jeff, je pense que je vais rester. Ça? Ok. Ok, bah j'en suis touché. Ça me touche. Merci Jean-Bart. Merci Alex. Allez, bonne Allez, soirée. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. ciao, Bonne à soirée à bientôt. tous.